Voilà, on est le 2 avril 2026, donc je ne t'ai pas en ligne sur Zoom, mais ici sur Messenger. Et on est ensemble pour une session de vie antérieure. Alors, est-ce que déjà tu as déjà vu d'autres vidéos de moi sur l'exploration des vies antérieures? Oui, oui, il y a pas mal de temps de ça, oui. Ok, d'accord. Donc je Oh, vais reprendre, hein. ouais. Elle se divise un peu en trois parties. La première partie, c'est celle où je vais reprendre, tu vois, un petit peu de théorie, d'explication, le pourquoi on fait cette session. La deuxième, c'est la plus longue, c'est celle de l'exploration, où vraiment je raconte dans les détails ce que je vois au niveau des vies antérieures qui me sont confiées. Et ensuite, la troisième partie, j'ai envie de dire, c'est presque la plus importante, c'est le soin. On va venir faire un soin karmique sur ce que j'ai vu pour aller libérer des choses. C'est le but, hein, venir faire un déblocage. Alors, avant de commencer vraiment à donner quelques explications, je voudrais savoir si tu as en tête déjà une thématique où tu dis je voudrais aller voir mes vies antérieures parce que j'ai un blocage sur ça ou j'ai remarqué ça dans ma vie, ou est-ce que tu laisses tes guides nous orienter vers ce qui est le plus juste aujourd'hui? Je laisse mes guides. Ok, ça marche. Alors, c'est, tu vois, pas tout à fait la même démarche parce que quand on a une thématique, on sait ce qu'on va travailler. Alors, moi, je ne sais pas ce que je vais voir en vie antérieure, mais on a un fil rouge qui fait que on va retrouver des explications dans les vies antérieures qui vont nous amener à. Et puis quand on demande à laisser ouvert, à dire ben je prends ce qui doit être, là en fait on pose l'intention auprès des guides spirituels, donc qui nous accompagnent tous, on a tous des guides spirituels. On pose l'intention en fait qu'ils nous donnent dans l'instant ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin d'entendre, ce sur quoi on doit mettre de la lumière pour pouvoir s'en libérer. Puisque vraiment la finalité c'est ça, c'est d'aller, c'est drôle parce que tu me dis, alors c'est la raison pour laquelle on est sur Messenger, tu me dis, mince, je ne peux pas télécharger Zoom, je n'ai plus d'espace disponible sur mon disque. Ben là, c'est ça, faire une séance de vie antérieure, c'est mettre un petit peu d'espace, donc on va supprimer des fichiers, c'est vraiment ça, hein. Tu vois, sur un ordi et sur un téléphone, on a toujours plein de trucs qu'on garde et qui ne nous servent jamais à rien, des logiciels, des photos, des vidéos, des souvenirs, des trucs dont finalement on n'a plus forcément besoin. Ben, une séance de vie antérieure et surtout un soin, ça va permettre justement de libérer de la place sur ce disque pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. On va en fait aller donc explorer les autres couches euh, de vie, d'espace-temps. Alors, on donne le terme de vie antérieure, mais en réalité, c'est plutôt, moi je dis toujours comme un millefeuille, hein, on ne vit pas une vie et une vie et une vie et une vie, on vit une vie et une vie et une vie et une vie. Et donc, en fait, elles ont comme ça un lien entre elles. Et je donne toujours l'exemple du millefeuille et de la vanille qui dégouline. Et donc, si sur une vie, il y a de la vanille qui coule, qui coule, qui coule, elle peut couler jusqu'en bas. Et donc, la feuille du bas, elle peut être imprégnée de cette vanille. Et voilà, ou du sucre, enfin, peu importe. C'est un exemple que je donne pour bien faire comprendre qu'une vie, même très lointaine, peut encore avoir des répercussions grâce aux mémoires cellulaires que l'on porte. Donc, pourquoi faire ce genre de travail? C'est justement pour aller nous libérer de certains blocages. Je me souviens d'une dame au tout début de mes séances, je lui explique qu'elle est décédée dans une autre vie, bien sûr, dans un incendie. Et elle me dit, mon mari est pompier, mon fils est pompier, mon père, et j'ai peur du feu. Donc voilà, donc on vient travailler en fait des choses qui laissent des traces, qui parfois peuvent sembler anodines ou banales, ou parfois être plus lourdes. Et donc on va venir faire un petit coup de ménage là-dedans et aller libérer ce qui doit l'être. J'insiste sur ce qui doit l'être. Et dans mes protocoles, c'est toujours comme ça. Je libère ce qui doit être dans l'instant. C'est-à-dire que parfois, on va quand même se coltiner des trucs qui sont pas très très marrants, mais parce que derrière, il y a un apprentissage dont on a encore besoin. Donc, on ne libère que les mémoires qui sont inutiles ici, à l'instant. Je ne sais jamais ce qui va se dire, ce qui va se passer. Je vis dans l'instant.
la visualisation. Donc, je ne peux pas vous épargner. C'est très rare. Quand je le fais, c'est vraiment parce que je trouve que c'est lourd. Ça arrive assez rarement parce que euh, j'estime qu'une partie du soin se fait dans la découverte des vies antérieures et dans la prise de conscience, en fait. Donc, je mets de la conscience sur ces éléments-là pour ensuite libérer. Je pourrais. Il y a certains praticiens qui disent oh, moi, j'ai pas envie de voir ces horreurs, parce que des fois, c'est pas formidable, hein. Je demande à mes guides d'accéder directement, et c'est OK, hein, je dis pas que leurs soins sont moins bien, bien au contraire. Mais pour moi, pour l'instant, je suis encore dans ce besoin de mettre de la conscience et de faire du lien aussi. De se dire, ah punaise, mais c'est tout à fait le même genre de situation que j'ai vécu étant jeune, ou ça me parle, ça fait référence à la vie de mes parents. Enfin, et je trouve que toutes ces connexions-là, elles sont aussi utiles. D'accord, ça me convient aussi. Ouais. J'ai un petit chatoun là qui se promène. Qu'est-ce que je peux dire encore? Alors, c'est pas une session anodine, hein, c'est pas une petite voyance vite fait. Là, on est vraiment dans un soin, je dirais, un des soins les plus lourds qui puissent être proposés. Un soin qui va venir, je dis aussi souvent, c'est un peu comme le chercheur d'or, quoi. On va soulever, alors bon, bah, il y a de la boue, il y a des cailloux, il y a de tout, et on va garder que le meilleur. Mais donc, ça remue. Donc, il se peut que, alors là, aujourd'hui, on est jeudi, donc sur le week-end, vendredi, samedi, dimanche, ça remue beaucoup, que tu sois très fatigué, que tu pleures, ou au contraire, que tu sois pleine de vie et hyper reposée et débarrassée finalement de certains poids que tu portais. On va le vivre chacun différemment. Ce que je propose dans les 3 jours qui suivent, c'est de boire beaucoup d'eau. Ça, c'est hyper important parce qu'on va venir à nouveau nettoyer, hein. Euh, et si tu le peux, vraiment pouvoir transpirer. Donc, du sport, du sauna, hammam, voilà, ce que tu veux, va te faire cuire sous les UV, mais euh, la transpiration, elle permet l'évacuation, hein, des toxines, mais donc aussi des cellules. Et le hammam et le gommage, c'est génial. Quand on fait un soin karmique, c'est l'idéal juste après. Et ensuite, la réhydratation par l'eau. Donc ça, pendant 3 jours. Et ensuite, effectivement, ça, alors je dis toujours 3 heures, 3 jours, 3 semaines pour un soin. Donc dans les 3 heures, ça va cogiter, tu vas refaire des liens, voilà, ça forcément. Dans les 3 jours, tu vas être plus à surveiller ton corps, etc. Parce que tu peux aussi faire une réaction de nettoyage. Donc tu peux te mettre à tousser, tu vois, extérioriser, à moucher, à vomir ou aller en diarrhée ou pas, hein. C'est souvent ou pas, mais je préfère prévenir. Et c'est normal. Il y a des gens parfois qui ont une poussée d'eczéma, une poussée d'acné aussi, parce qu'il faut que ça sorte. Voilà, il y a des choses qui doivent sortir. Et après, c'est tout. Et dans les 3 semaines, bah, il va y avoir des synchronicités ou des choses qui vont déjà bouger. Euh, une dame qui vient de me faire un retour juste hallucinant, elle me dit, écoute, on avait travaillé sur la famille, elle me dit, ma famille est éloignée, je me retrouve toute seule au final, hein. Le jour même, elle recevait un appel de quelqu'un dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis un moment de sa famille. Donc c'est voilà, ça bouge forcément les choses. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, je pense que c'est pas mal. Alors, je le dis souvent, mais ça me semble important. Aller explorer ses vies antérieures, c'est pas du tourisme spirituel. C'est vraiment quelque chose d'intense, de personnel et qui peut nous changer même pour le reste de notre vie. Moi, j'ai eu 2 sessions particulières de vie antérieure. Ma vision des choses, ma vision de la vie, de ma vie, a changé totalement depuis, hein. Donc, ça peut. Alors attention, je dis pas que je suis triste depuis, c'est pas ça, mais ça laisse des traces, ça laisse quand même une mémoire et une conscience différente des choses après. Ouais, j'en suis Donc, bien contente. je le dis, bah, je me doute, mais je le dis parce que comme là, la vidéo est diffusée,
J'insiste toujours sur ça. C'est important de bien comprendre. Je dis souvent, on ne vient pas ici vérifier si on a été une princesse ou un chevalier. On vient ici découvrir qui on a pu incarner, ce qu'on a pu vivre de douloureux. Souvent, c'est ça dont on va pouvoir se libérer. Est-ce que c'est OK pour toi? Ou est-ce que tu as Oui, des c'est ok pour questions? moi. Je voulais juste te dire que mon enregistrement de mon côté vient de s'arrêter. Parce que bien évidemment, j'ai plus de stockage. Alors, c'est pas grave, hein, moi Non, j'enregistre, c'est hein, pas donc grave. tu Oui, oui, auras oui. toute la séance. Mais alors, c'est très drôle. C'est très, très drôle. Moi, je trouve ça excellent. Bien, alors moi je vais prendre une petite pierre là ici. J'ai pris mon cristal de roche biterminé. Je prends jamais le même, ça dépend, ou j'en prends pas, ça dépend des sessions. Le cristal de roche, il va aider à amplifier en fait hein, les visions, à me connecter. Il va travailler sur le troisième œil, ma canalisation. Donc là, je vais t'inviter à décroiser les bras, les jambes. Ouais. Si tu le peux, poser les pieds bien à plat sur le sol. Et on va s'ancrer quelques instants en prenant une grande respiration. Et on demande à ton guide spirituel, parce que je ne vais pas me trinque-baller avec les 2, 3 ou 4 guides, on en demande un ici qui va nous accompagner pour cette session et qui va nous orienter vers là où les vies antérieures que l'on a besoin de travailler ensemble aujourd'hui, ici et maintenant. Alors moi je le vois arriver, c'est drôle, enfin c'est drôle. C'est la première fois que je vois. Il est tout petit, on dirait un Lilliputien. C'est la première fois que je vois ça. Je peux les voir de tailles différentes ou autres, mais là, c'est drôle, on dirait comme un personnage de film, quoi, ou de dessin animé. Donc, il m'ouvre la porte de tes annales akashiques, qui est donc une bibliothèque dans laquelle est entreposé, on va dire, tous les livres, on va le visualiser comme ça, qui représentent les vies antérieures, les vies, je vais dire, que tu as pu explorer ou qui sont en préparation. Et là, il me fait signe en fait d'aller directement vers les rayonnages. Donc j'y vais et j'en choisis un tout de suite dans les tons jaunes, un jaune paille. Alors je suis tout de suite dans une scène qui est difficile. Il s'agit d'une jeune fille, donc c'est cette jeune fille qui te représente, hein, qui représente une de tes incarnations. Elle a, je dirais, 16, 17 ans. On est très ancien là dans le temps, je dirais peut-être le 9e ou 10e siècle. Euh, et elle est en train d'être battue. Elle est frappée par un homme, il est ivre, il est sale, il porte une très grosse moustache là et un chapeau. Et il la frappe à coups de balai. Et elle est recroquevillée sur elle, elle se protège comme ça avec les bras. Et en fait, ça arrive régulièrement. C'est pas son père, en fait, c'est son oncle. C'est une jeune fille qui s'est retrouvée orpheline, qui n'avait que son oncle. Donc, elle est partie vivre avec lui, un homme qui vivait seul. Donc, il l'a élevée tant bien que mal. J'ai l'impression qu'elle est arrivée vers l'âge de 8 ans. Donc là, elle en a 16. Et en fait, elle est arrivée chez lui, mais tout de suite, il l'a utilisée comme la bonne à tout faire, quoi. Hein. Le repas, le ménage, enfin voilà. Euh, elle montre notamment, elle montre à son oncle qu'elle avait commencé à écrire, à apprendre à écrire. Et lui, il veut pas en entendre parler. Tout ça, ça l'intéresse pas. C'est pas pour les filles, pour les femmes, c'est pas ça leur travail. Donc j'ai l'impression qu'elle venait d'une classe, ses parents avaient euh, peut-être un rôle, une place dans la société qui était relativement correcte, voire plus que correcte, et qu'elle a complètement dégringolé en allant chez cet oncle. Qui lui était un ivrogne patenté. En fait, il travaille pas vraiment, il fait des petits boulots de temps en temps pour payer son alcool. Dès qu'il a assez pour sa bibine,
il arrête de travailler, il prend sa murge, il cuve 3 jours. Et ensuite, quand il a besoin, il retrouve un petit boulot, un truc qu'il va faire comme ça vite fait. Donc, on n'est pas du tout sur le même standing, le même niveau de vie. Et donc là, bon, il est ivre, hein, dans la scène où il est en train de la battre à coups de balai. Il est ivre et il rentre d'une beuverie, j'ai envie de dire, hein. Euh, le repas était pas. Enfin, elle a fait le repas, mais pour elle. Elle sait pas, elle sait jamais quand il est là ou quand il n'est pas là. Et donc, bah, il y en a plus assez pour lui. Donc, il lui reproche ça. Il reproche de ne pas avoir fait le repas. Enfin, de toute façon, il pourrait reprocher ça ou autre chose, quoi, hein. Donc, alors, c'est pas qu'elle a une souffrance physique. Bon, il donne des coups de balai, mais la moitié dans le mur, hein. Enfin, de toute façon, voilà. Mais c'est la fatigue morale, c'est l'humiliation, c'est le. Et puis, elle était au calme, elle appréciait ce calme. Je vois qu'elle lit. Donc, elle a dû quand même continuer ou elle a repris, j'en sais rien, l'écriture et la lecture, visiblement. Et elle était vraiment tranquille. Et lui, il s'est pointé, quoi. Donc, il est venu, voilà, rompre ce moment de calme. C'est une jeune fille très discrète. Elle sort très peu de chez elle. Elle y va pour faire les achats. C'est tout, quoi. Elle n'est pas autorisée. Et puis, de toute façon, elle est plutôt casanière. Je pense un peu peur des gens, peur du regard. Elle est pas socialisée, en fait, hein. Euh, donc, il finit par s'arrêter, hein, de toute façon, il tient pas debout. Il s'écroule sur une chaise et puis il s'endort là et puis c'est bien. Bon. Elle a une chambre quand même dans cette maison. En fait, j'ai l'impression qu'il lui a donné sa chambre. Il n'y a qu'une chambre et j'ai l'impression qu'il lui a donné sa chambre, peut-être en grandissant, en se disant, bon, c'est une jeune fille, voilà. Et lui dort dans le fauteuil ou sur la chaise ou par terre ou ailleurs, enfin, voilà, quoi, hein, quand il est là et quand il dort. Alors, on est quelques semaines ou quelques mois plus tard. Un jour, il rentre, à nouveau sous, à nouveau pas content, enfin voilà. Et arrivé direct, il prend le balai, un peu, c'est devenu une habitude, quoi, hein, voilà. Et il la trouve pas. Donc il l'appelle, il va dans sa chambre, et elle n'est pas là. Alors là, il est encore plus en rage, hein, donc il regarde autour de la maison et personne. En fait, elle est partie. Là, on la voit sur la route, elle a mis un manteau, un long manteau, elle a un sac, et c'est tout. Elle est partie. Elle a décidé de s'en aller. Donc, elle a prévu, en fait, alors, il lui donnait de l'argent pour aller faire des achats, donc des légumes, voilà. Et chaque fois, elle gardait des pièces. Donc, petit par petit, depuis des années. Et donc là, elle estime avoir un peu d'argent pour pouvoir loger quelque part. Donc, dans sa tête, c'était déjà prévu depuis longtemps. C'était son objectif de se dire, quand j'aurai 16 ans et quand j'aurai assez d'argent pour 1 ou 2 mois de logement, je m'en irai. Donc, elle a prévu de changer de ville. Donc, elle s'en va. Elle va dans une plus grande ville. Euh, un peu pour passer inaperçue finalement. Se faufiler, pas. Voilà. Bon, elle sait qu'il la cherchera pas, hein. Bon, bon, voilà, hein, ça va l'embêter 2 minutes, mais il va pas chercher après elle, hein. Euh, et donc, elle arrive dans une plus grand, ouais, un grand village ou une petite ville, quoi. Et elle demande à être hébergée. Et en fait, elle trouve tout de suite dans une taverne. euh, Elle explique qu'elle cherche un petit travail, voilà. Et en fait, c'est un couple qui tient la taverne et la dame, c'est un couple qui n'a jamais pu avoir d'enfant. La dame est assez ronde, elle a plus de 30 ans.
Et en fait, elle lui dit, si tu veux, nous, on a besoin de quelqu'un, donc tu nous aideras. Donc, elle doit faire le service, débarrasser, la vaisselle, enfin, etc. C'est pas que ça l'enchante trop, parce que c'est pas trop ce qu'elle avait prévu initialement, mais elle se dit, voilà, pour démarrer, faire un peu d'argent et au moins aller loger. Et en fait, ce couple et surtout la dame se prend vraiment d'amitié, enfin plus que de l'amitié. Elle la considère un peu comme sa fille. Alors elle est dure avec elle parce que elle met un cadre, elle voilà, elle reste patronne de la taverne, mais elle la protège. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui l'embête ou qui dise quelque chose, lui fasse une remarque. Elle est vraiment protectrice quand même avec elle, comme l'aurait fait une maman finalement. Euh, donc elle reste plus longtemps que prévu parce qu'elle s'était dit au début, oh bah, je vais rester 1 ou 2 semaines et puis je vais chercher ailleurs. Et en fait, elle reste plusieurs mois, voire je pense qu'on est sur plus d'1 an, là, 1 an et demi. Et là, je la vois, donc cette patronne, elle lui remet le col du manteau avec les larmes aux yeux, donc elle s'en va. Et elle s'en va vers quelque chose de plus, enfin, prestigieux, entre guillemets. Là, elle s'en va dans, c'est pas une boutique, mais c'est un atelier, quelqu'un qui confectionne des vêtements de femmes. Voilà, ils insistent sur uniquement pour les femmes. C'est féminin, c'est voilà, il y a le côté féminin qui ressort là quand même beaucoup. Et donc c'est dans la même ville mais plus loin. Et donc elle sait qu'elle elle pourra plus loger là, elle va pas faire le chemin, c'est pas possible. Donc elle a trouvé une petite chambre pas très loin de cet atelier-là. Euh, donc elles se font leurs au revoir comme ça. Donc elle a pas encore 18 ans ou tout juste du coup, hein. Alors là, c'est une dame aussi mais beaucoup plus jeune. C'est un peu ce qu'on peut appeler une vieille fille parce qu'elle a 24 ans peut-être et elle n'est pas mariée, pas d'enfant. Donc à l'époque, ça ne se faisait pas. Mais elle a cette dame-là, cette couturière finalement, elle a un côté très libertaire, très un peu avant-gardiste. C'est ce qui a plu en fait à cette jeune fille qui reste somme toute, elle, très très discrète et elle est là juste pour travailler, machin, mais de se dire, bon ben, elle est libre. Elle fait selon ce qu'elle veut et elle a une certaine reconnaissance quand même. Euh, donc, elle apprend à coudre, elle apprend à, voilà, à faire les vêtements, à recevoir les gens, à faire les essayages, etc. Et donc, elle se sociabilise finalement de plus en plus, parce qu'à la taverne, c'était pas le cas. C'était beaucoup d'hommes, souvent alcoolisés, et voilà, elle discutait le moins possible. C'était juste pour demander, prendre les commandes, c'est tout. Alors que là, ben, elle discute avec d'autres femmes. On sent le côté féminin, féminin sacré qui est important, qui ressort. Et puis le lien à la femme, hein, la sororité. Donc au final, elle travaille énormément. Elle fait des heures plus que prévu. Elle veut vraiment être bien vue par cette dame pour qu'elle la garde. Et donc cette jeune femme a son atelier et dans le prolongement, elle a son logement. Et en fait, à l'étage, elle stocke. Elle stocke le tissu, etc. Et du coup, elle propose à la jeune fille, comme elle fait beaucoup d'heures, d'aménager le logement du haut. Enfin, de faire un logement pour elle en haut. Donc, de mettre le stock d'un côté et de lui aménager un espace pour elle. Donc, elles finissent par vivre finalement ensemble. Euh, et elles passent énormément de temps ensemble. Là, on me fait comprendre que cette couturière n'est pas mariée, n'a pas d'enfant parce que finalement, elle est plus attirée par les femmes que par les hommes, ce qu'elle n'a pas mis en avant, hein. Donc voilà. Sauf qu'à un moment donné, la jeune fille va s'en rendre compte. Bon, elle prend peur un peu parce qu'elle, elle a jamais pensé à ça du tout.
Mais elle lui fait pas d'avance, hein, elle lui dit rien, elle demande rien, voilà. Hein. Euh, et en fait, la jeune fille, elle commence c'est ce qui va lui faire prendre conscience que ben, elle aimerait bien un amoureux, finalement. Finalement, ce serait pas mal un amoureux. Bon, elle commence à grandir, quoi, 18, 19, bon. Et elle devrait déjà être mariée depuis longtemps, d'ailleurs. Et de ce fait, elle décide de sortir un peu plus. Parce que là, elles sont. Souvent, c'est la couturière qui va faire les achats, les machins. Et elle, bah, elle est tout le temps dans l'atelier, quoi. Elle monte, elle descend, elle fait que ça, finalement. Donc, elle a vu du monde, elle a vu des femmes passer pour son métier, mais au final, elle sort très peu. Donc, elle décide. Voilà, d'aller faire ses courses elle-même, d'aller sortir un peu, prendre l'air, se balader, etc. Et donc, elle finit par rencontrer un jeune homme qui travaille dans une forge. Il est un petit peu plus jeune qu'elle. Si elle en a 18, il en a 16, enfin, quelque chose comme ça. Et bon, c'est assez coup de foudre. Hein. Ils se regardent et c'est assez évident, quoi. Bon, ça met du temps, mais ils finissent, là, on me fait avancer rapidement. Ils finissent par être ensemble, se marier. Je les vois se marier. Et donc prendre un autre logement. Et ça déchire le cœur de cette couturière qui accepte toujours hein, de travailler avec elle. Elle lui dit qu'elle peut continuer, etc. Mais elle a l'impression de perdre une amie. Bah, elle vivait quand même à deux hein, depuis un moment. Donc elle s'est installée pas très loin avec son mari. Elle va travailler, voilà, même si c'est tard le soir, etc. Sauf qu'elle tombe enceinte et que là, bah, les heures vont plus pouvoir être les mêmes. Elle va plus pouvoir donner autant de temps au travail. Et, et donc pendant sa grossesse, bah, voilà, elle peut plus faire autant d'heures, donc elle commence à diminuer, diminuer, diminuer. Et finalement, la couturière bah, elle se ferme un peu et elle finit sa grosse, enfin, ouais, elle va jusqu'au bout de sa grossesse quasiment en travaillant, à quelques jours près. Et en fait, la couturière lui dit que elle a pris quelqu'un d'autre et qu'elle la reprendra pas parce qu'elle a besoin de quelqu'un à temps plein, plus que temps plein. Et elle l'avait pas prévenu quoi. Enfin, ça arrive comme ça. Alors là, c'est le coup près. Alors son mari lui dit que c'est rien, que c'est même normal. Il l'a prise comme ça, il l'aimait comme ça, mais qu'une mère au foyer, c'est très bien pour lui. Ça lui convient largement. Sauf que elle, bah, elle voyait pas sa vie comme ça en fait. Elle s'était pas engagée de cette manière-là. Donc en fait, la naissance de l'enfant, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, va coïncider avec un épisode de dépression pour elle parce que sa vie bascule, mais dans tous les sens. C'est là elle passe du tout au rien, quoi, du noir au blanc, et c'est très compliqué. Elle refuse d'avoir d'autres enfants, donc ils ont des relations intimes beaucoup moins fréquentes. Enfin, elle fait très attention, voilà, différemment, etc. Parce qu'elle ne veut plus d'autres enfants, parce qu'elle estime que ça l'a enfermée. Donc il y a cette notion quand même d'être prisonnière hein, de la situation avec son oncle, avec la couturière, avec l'enfant. Hein, elle est quand même très peu sociabilisée et elle se sent où elle vit passivement la situation comme un enfermement, quoi. Donc c'est un garçon qu'ils ont eu et elle l'élève, hein, elle l'élève très bien, c'est pas la question, mais c'est donc elle a essayé de retrouver du travail quand il a commencé à grandir un peu. Bon, à l'époque, pas de nounou, hein, pas de nounou, pas de garderie, rien du tout. Voilà, les mamans élèvent leurs enfants, point. Mais elle voulait à tout prix retravailler et on ne l'a jamais prise parce qu'elle avait un enfant et puis parce que ça ne se faisait pas. Enfin, voilà. Et puis que c'était la femme je sais pas, dit là, du forgeron, donc il n'y a pas besoin en fait. Et donc voilà, elle a commencé à être vue comme la mère de l'enfant et la femme du forgeron. Et en fait, elle a perdu son identité propre.
Et ça a été un peu le grand drame de sa vie. Euh, Quand son fils a quitté la maison, elle a retenté, hein, en se disant, bon, là, ça a été plus compliqué parce qu'elle s'est dit, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça fait quand même des années que j'ai rien fait, donc est-ce que je suis encore capable? Il y a eu une période de doute comme ça, hein, et, et puis au final, bah, soit elle osait pas aller demander, soit elle demandait mais timidement, donc bon bah c'était non. Soit quand elle osait un peu plus, on lui disait non, qu'elle n'avait pas les capacités, enfin voilà, il y avait pas besoin, elle n'a pas besoin. On donnait visiblement du travail à ceux qui en avaient vraiment le besoin. Euh, c'est sans ça, ils peuvent pas vivre quoi. Donc il y avait une Ouais. main tendue. Mais si toi, ton mari est forgeron, tu n'as pas besoin, donc tu laisses la place aux autres. C'était un peu ça, quoi. Et puis, tu es vieille, hein, elle avait plus de 30 ans, tu parles. Donc, voilà, hein. Je la vois décédée dans la quarantaine, entre 42 et 45. Je ne sais pas de quoi, d'une maladie, mais très triste. Elle n'a pas Ah oui. réussi à s'accomplir, quoi, à s'épanouir. Enfin, elle l'était, et puis, pouf, la naissance de son fils a tout renversé, quoi. Bon, voilà pour cette première vie. Alors, est-ce qu'il y a déjà des choses qui te parlent, qui font écho? Oui. Oui. Tu as parlé de 8 ans. Oui, Tu as parlé de 8 ans. 8 ans, ça a été un âge où j'ai vécu des choses à 8 ans. d'accord. Ouais. Après, concernant ce monsieur très alcoolisé, en fait, je ne supporte pas les personnes qui ont des addictions, Oui, la ok. drogue ou de l'alcool. Euh, et quand mon homme arrive, il faut que tout soit prêt. Oui. Voilà, comme Hmm. ça. Ouais. Euh, Je prends des notes en même temps, hein. oui, alors la dame couturière qui aime les femmes, Oui. euh, ça exprime aussi ma tolérance, euh, ma sensibilité aussi aux femmes, une grande sororité. Hmm. Euh, voilà. Euh, oui, mon but, moi, c'était d'avoir un amoureux dans ma vie. Moi aussi, je me reconnais. Ouais, J'ai vécu un coup de foudre oui, avec mon homme, on peut dire comme ça. Oui. d'accord. Ouais. Après, concernant la grossesse, aujourd'hui, j'ai eu une fille aînée, Oui. sans aucun problème. Par contre, quand mon fils est arrivé, j'ai failli le perdre. J'ai Hmm. perdu, à première vue, j'ai perdu son jumeau. Et j'ai failli perdre lui aussi si je n'avais pas été mise sous hormones et couchée. Et mon fils a de grandes difficultés aujourd'hui, D'accord. neurologiques. Euh, voilà, j'adore mes enfants, mais c'est vrai que mon but, c'était pas de rester mère au foyer. Hmm. Ouais. Voilà, et je suis fragile, oui. J'ai fait Hmm. des. Hmm. Ouais, je sais pas si c'était des dépressions, mais oui, je suis quelqu'un de fragile. Hmm. Ouais, donc ça fait résonance. Oui, tout à fait. Hmm. Ok. Allez, je vais demander l'accès à une autre vie. J'y suis tout de suite. Enfin, c'est pas on me donne, non, je prends un livre couleur violet. Quand j'ai les infos, je les donne, hein, donc ça peut paraître un détail, mais voilà. Alors là, il s'agit d'un homme. Je ne sais pas encore à quelle époque ou quoi, mais on est dans
un espace très rocailleux. À la limite, je me dirais, on n'est pas sur Terre. Mais bien sûr que oui, mais je sais pas, j'aurais tendance peut-être à dire, j'aurais tendance à penser au nord de l'Asie peut-être. Mais alors c'est rocailleux, rocailleux. C'est ancien aussi. Et je vois cet homme qui est là et qui regarde quoi, l'étendue. Alors c'est un homme qui qui porte un vêtement qui fait cape, parce que je vois le vent qui fait voler la cape comme ça. Alors visiblement, je pense qu'on est sur des peuples nomades, parce il estime le terrain, et là je le vois dire non. Donc c'est comme si c'était l'éclaireur qui vient vérifier si le terrain est viable et permettrait d'accueillir sa tribu finalement, la peuplade, et donc il avance comme ça hein, pour trouver le meilleur endroit en fait. Donc là, je le vois repartir, il a un bâton dans la main, et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'intériorisation, qui va cheminer, donc il est seul hein, quand il fait ce chemin où il va chercher un nouvel espace. Et en fait, il est très spirituel. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui va aller philosopher, qui va euh, essayer de comprendre, de faire des liens. Il est vraiment très, très spirituel, très sage. On dirait, voilà, comme ça. Voilà. On dirait quelqu'un de sage. Il est pas très âgé, il a peut-être une trentaine d'années. Il est marié, enfin, il vit avec une femme, ils ont deux enfants. Et donc, c'est lui qui est chargé pendant plusieurs jours, comme ça, d'aller explorer les alentours, quoi. Donc là, il a dû trouver, parce que je le vois faire le chemin inverse, donc retourner au campement actuel pour pouvoir les emmener ailleurs. En fait, il est question de trouver un espace où les animaux vont pouvoir manger. Hein, donc sûrement de l'herbe. Euh, donc là, il retourne à ce campement euh, en retenant bien le chemin, du coup. C'est quelqu'un qui a une mémoire excellente, qui sait se déplacer, se repérer, etc. Et qui n'a pas peur. Il peut dormir comme ça la nuit avec juste du feu et c'est OK, quoi. Il a pas peur des bêtes qui peuvent rôder ou autre. C'est quelqu'un de très. C'est pas le m'as-tu vu, ouais, j'ai peur de rien. Pas du tout. C'est juste quelqu'un de zen, de sage. Voilà. Et donc, tout le long de ce chemin, comme ça, il est dans la réflexion. Et il aime ça, cette partie, cette- ce moment où il peut être dans le silence, dans le calme, dans la réflexion. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et c'est une des raisons, par contre, pour laquelle d'autres personnes n'ont pas voulu de ce job-là. On dit, en fait, non. Me retrouver tout seul pendant des jours, non, très peu pour moi. Alors que lui, il en tire avantage, en fait. C'est quelque chose qu'il apprécie. Donc là, je le vois arriver au campement, donc les enfants vont vers lui. Il a deux petits, hein, un garçon, une fille, ils ont, je sais pas, 2 et 5 ans, quelque chose comme ça, ou 6 et 3. Et sa femme qui est là, qui est assise avec d'autres femmes du campement. Elles font, je sais pas, elles cousent ou elles tricotent, j'en sais rien. Enfin. Et donc, ils se posent et ils vont pas repartir tout de suite, hein. Ils vont mettre 2, 3 jours avant de vraiment se préparer à partir.
tout va tranquillement en fait. Ils ont un rythme vraiment très calme. Il y a beaucoup de sérénité, de sagesse, je sais pas comment exprimer, comme s'ils arrivaient à se comprendre, à se parler, mais sans parler. Euh, il y a beaucoup de choses intériorisées hein, quand même. Et donc après, bah, ils reprennent la route tous ensemble. Donc forcément, lui, c'est l'éclaireur, donc il va montrer le chemin. Ils s'arrêtent plusieurs fois pour pouvoir dormir. Donc ils font des campements vraiment temporaires. Il leur faut 3 4 jours de marche là quand même pour aller là où ils sont censés aller. Là, on me fait sauter dans le temps, 3 4 ans après. Son fils est déjà beaucoup plus grand. Bon, il doit avoir 9 10 ans, je pense, le gamin. Et il veut à tout prix accompagner son père. Sauf que du coup, ça l'embête un peu. Parce que ce calme, cette tranquillité, cette solitude qu'il pouvait avoir plusieurs fois dans l'année, hein, 3 4 fois, ouais, au moins 4 fois dans l'année, bah, il ne va pas l'avoir là. Donc il essaye de reculer, reculer en disant attends, t'as pas encore l'âge, machin. Mais bon, il arrive sur 10 ans et là, il va plus pouvoir trop trouver d'excuses, quoi. Et alors, je le vois faire, ça passe, là, on montre que ça passe très très vite, hein, je le vois à 15 ans déjà, le gamin. Et en fait, durant ces voyages, finalement, il lui transmet ce qui est important, donc à quoi il doit faire attention, ce qu'il doit repérer, etc. Et là, je le vois à l'âge de 15 ans avec son père, le gamin. Et donc, je reprécise, l'incarnation qui te correspond, c'est le monsieur, c'est le père. Hein. Oui, oui, j'ai compris. Et, et donc, le gamin, là, je le vois avancer avec son père. Donc, il a ses bras dans le dos, hein, il marche les mains jointes dans le dos. Et ils avancent tous les deux dans le silence. C'est une belle image parce que c'est comme si on me montrait qu'il avait réussi vraiment à transmettre ce qu'il voulait transmettre à son fils, au-delà d'une façon de faire, de technicité, de voilà, tout un apprentissage aussi de façon d'être, Ouais, ce besoin de se connecter à la nature, au silence. Il dit, il lui explique que c'est ce silence aussi qui va lui permettre d'écouter les signes, le vent, etc., les plantes, les végétaux. C'est, c'est vraiment prenant. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de fort, quoi, de presque chamanique dans la transmission. Et là, je vois le gamin qui a 15 ans, 15 16 ans, là, qui lui dit, est-ce que la prochaine fois, je peux le faire seul? Et là c'est compliqué pour le père parce que même s'il se dit, c'est bon, je lui ai tout transmis, d'un seul coup, il y a des peurs qui remontent en se disant, est-ce qu'il va en être capable? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas se perdre ou se faire bouffer, quoi, hein, excusez-moi du terme, mais bon, par une bête, enfin. euh, et il se ressaisit assez rapidement en se disant, je dois faire confiance. J'ai transmis cette écoute intérieure, l'écoute de son corps aussi, du rythme, de est-ce que je suis fatiguée, est-ce que je dois me poser, est-ce que je dois boire, enfin, c'est toute cette écoute-là qui ressort très fortement dans cette vie-là, et il se dit, bah, je dois lui faire confiance. S'il m'a fait cette demande, c'est qu'il sait écouter lui-même en se disant, je me sens prêt. Mais euh, en fait, il décide de le laisser partir et il le suit à une journée près. Donc, il lui laisse une journée, il s'en va, et en fait, lui, une journée après, il part un peu sur ses traces, donc lui, il repère hein, les pas, le feu, le machin, et il sait à peu près où il va aller chercher, puisqu'il lui a appris dans quelle direction aller, etc. Et donc,
ils finissent à un moment donné par se recroiser, puisque le gamin fait demi-tour parce qu'il a trouvé un espace, et donc il finit par recroiser son père. Et alors là, j'ai envie de dire, c'est le drame. C'est-à-dire que sans se parler, le gamin fait comprendre à son père qu'il est déçu parce qu'il ne lui a pas fait confiance. Donc il y a toute une sagesse de ce jeune homme de lui dire, tu m'as appris à écouter, tu m'as appris à m'écouter et tu ne m'écoutes pas toi. D'accord. Donc en fait, il se regarde, il y a cette colère, cette injustice, cette incompréhension qui se traduit sans parole et ils continuent, enfin ils repartent donc tous les deux vers le campement initial ensemble en silence. Ça permet d'apaiser et puis le fils finalement, et c'est ça, je pense que c'est la leçon de cette vie-là, le fils finalement radoucir sa colère et de se dire qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place. Si j'ai voilà, j'ai un fils, je l'élève, je lui inculque, et est-ce que j'aurais pas moi aussi eu peur? Donc il a réussi à se mettre à la place, donc il est très empathique de son père et de comprendre. Euh, et puis, il y a aussi la notion du plus grand que soi. Enfin, là, il y a cette notion d'ego qui ressort. Hein. Alors, tu m'as pas fait confiance. Bah ouais, mais derrière, il y a toute une tribu, quoi. Il y a toute une peuplade. Ils sont pas seuls. Ils en vont ramener tout un ensemble de personnes, d'êtres vivants à un autre endroit. Ils ont cette responsabilité-là. Donc, il y a toute cette conscience-là qui revient chez le jeune homme. Et donc, ils arrivent euh, au village et c'est voilà, c'est apaisé, sans s'être parlé. Comme si c'était un peu parlé intérieurement, mais aussi d'âme à âme. Et c'est ce qui ressort très très fort de. Je vois pas la suite, comme si on me disait bon voilà, c'est tout a compris ce qui était important. Comme si là, le message de cette vie, c'est apprendre à s'écouter, se relier au vivant, se connecter à la nature, à ce qui est plus grand que soi et aussi à l'intérieur de soi. Là, c'est vraiment une notion de reliance, de se faire confiance, de s'écouter. Et moi, je le vis intensément là. C'est magnifique. Ah ouais, franchement. Tu vois, je ne sais pas vraiment le dater. Pour moi, comme ça, je dirais que ça doit être en Mongolie, mais je ne suis pas certaine du truc. Mais il y a vraiment cet esprit-là de communiquer avec soi et d'être vraiment profondément euh, en accord. Voilà, c'est ça, en accord avec soi-même. Et la notion de transmission aussi, bien sûr, hein, et d'éclaireur. C'est quand même pas rien. Il Oui, éclaire. oui. C'est lui qui est mis en avant. Il y a cette notion de solitude aussi, bien sûr. Hein. Je vais noter quelques mots-clés. Hein. Qu'est-ce que ça fait écho, là, cette vie? Euh, je suis très touchée là par tout ce que tu viens de me dire. Euh, Très admirative de cet homme que j'ai été. Hmm. Euh, Après, en ce qui concerne la confiance, c'est vrai que moi, quand j'avais mes blessures, alors c'est plutôt avec ma fille que j'ai vécu ça. Il fallait que je lui fasse confiance. J'ai transmis des choses, mais il fallait aussi que je lui fasse confiance. Et ça a été très très Hmm. difficile pour moi parce que j'avais très peur pour elle. Hmm. Voilà. Ça a été différent avec mon fils. Au contraire, mon fils, je le poussais à sortir. Il était plutôt casanier, lui. Ça fait remonter pas mal d'émotions. Oui, oui, Hein. oui, oui. Hmm.
Je suis en train aussi de lire mes notes. Mm. Cette histoire de responsabilité, c'est vrai que on a tendance, nous les femmes, à prendre beaucoup de choses en charge, voilà, dans un foyer. Donc ça, oui, je le ressens aussi. En fait, ça me renvoie aussi concernant la discussion d'âme à âme, Mm. discussion sans parole, en fait. Ouais. Ça, il faut que j'apprenne aussi à écouter. Mm. Voilà, la notion de transmission, est très importante aussi pour moi. La connexion avec la nature, les animaux. Oui, ce côté chamanique, ça Ouais. me correspond. Là, alors j'ai pas eu clairement, tu vois, je communique avec les ancêtres ou avec les animaux ou avec la nature. C'était pas clairement établi comme ça, mais cette nécessité vraiment de se relier, d'être connecté pour l'écouter en fait pleinement. C'était surtout d'écouter, d'observer plutôt dans ce sens-là, quoi. Et tu vois, rien que d'en parler, ça me fait frissonner. On sent que je l'ai vraiment ressenti très très fort là dans cette vie-là. Alors, pendant que tu parlais, c'était déjà quasiment en train de se remettre en route. J'ai dit non, 2 secondes. Donc je m'en vais sur la troisième vie. Mais on m'a dit 3. Là, aujourd'hui, on va en voir que 3. Bon, alors on va voir laquelle. Alors là, c'est plus récent. Pour moi, on est au début du XXe siècle. Une dame proche de la cinquantaine, attablée, elle est en train d'éplucher des pommes de terre. On est dans un... Ah non, attends. Ah, attends. On est à la fin de la guerre, mais je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, là. Non, je vais rester sur ma première idée. Donc, fin de la Première Guerre mondiale. Euh, on est plutôt dans un village à nouveau. C'est pas la grande ville. Elle élève son petit-fils qui a 8 ans. Cet âge revient. Euh, parce que, il a perdu ses parents pendant la guerre. Euh, Elle l'élève depuis. Ils sont décédés au début de la guerre, hein, tous les deux. Bon. Et donc, elle l'élève déjà depuis quelques années. Et je suis en train de voir parce que j'arrive pas à voir le reste. Je vois que elle et le petit. Alors, en fait, c'était sa fille, la mère du gamin. C'est elle qui a, entre guillemets, hérité du petit parce que les parents du père, enfin, les grands-parents paternels de l'enfant n'étaient pas en capacité de le prendre. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, bref. Mais il y a une notion de ressentiment, d'injustice. C'est lourd pour elle, visiblement. C'est lourd d'avoir perdu sa fille et son gendre, mais c'est lourd d'avoir cet enfant à élever alors que bah, elle n'a plus l'âge de ça. C'était sa fille unique. Elle avait eu une autre fille, mais qui est décédée assez jeune. Elle avait 12 ans d'une maladie. Donc, c'était devenu sa fille unique et elle l'a perdue aussi. Donc, c'est dur. Et en fait, c'est pas qu'elle voulait pas de ce petit-fils, mais bah, c'est lourd à porter, quoi, hein, de devoir bah, gérer ça. Alors, j'ai l'impression que son mari, à elle... Ah non, alors je pensais qu'il était décédé aussi parce que je ne le voyais pas. Non, il a fait la guerre. Il est... Il a été blessé à une jambe, donc voilà, il a été soigné, etc. Donc il boite
Et donc, ça a été le grand drame de sa vie parce que du coup, infirme, inutile, enfin, il y a une grosse Injustice. culpabilité. Non, mais puis même Ah oui. mésestime de soi, tu vois. Il s'est senti Ouais. complètement diminué. Lui qui était parti au front, bah, il se disait je rentre ou je meurs. Il n'y avait pas d'entre-deux. Et là, il a été blessé, il est rentré. Il va rester infirme toute sa vie. Il a, en fait, je ne sais pas ce qu'ils lui ont mis, peut-être une. Je ne sais pas si à l'époque on mettait des plaques comme ça, mais on dirait que sa jambe est droite, comme s'il lui avait mis une plaque au niveau du genou ou je sais pas quoi, qui fait qu'il il peut pas le plier. D'accord. Bon, bref. Donc, il s'est mis à boire. Donc, en fait, il traîne les cafés toute la journée. Et puis, et donc là, je la vois éplucher les pommes de terre. Et puis, bah, ressasser tout ça, quoi. Se dire, bah, je suis obligée de gérer le gamin et gérer mon mari. Enfin, voilà, la guerre lui a tout pris à cette femme. Ah, Elle lui a pris sa fille, son gendre, sa dignité, voilà, c'était une famille euh, bien, je veux dire, reconnue dans le village comme une bonne famille. Et là, bah, son mari est revenu infirme. Alors déjà, revenu de la guerre, bon, bah, il y a des jalousies, des gens qui ont dit, ah bah lui, il est rentré alors que, bon, voilà. Et puis en plus, infirme. Donc on se moque de lui, de comment il marche, puis il pourra plus rien faire. Enfin, vraiment, elle est très maussade, quoi, très déprimée de tout ça. Et elle n'arrive pas à faire le deuil de sa fille, elle n'arrive pas à accepter la situation. Pourtant, le gamin, ça doit déjà bien faire 3 ans qu'il est là, hein, mais c'est vraiment compliqué pour elle. Du coup, elle est un peu dure avec le petit. Là, de toute façon, il est prévenu qu'à partir de l'âge du collège, il part en pensionnat. Pas parce qu'elle veut lui donner une bonne éducation. Je pense que aussi intérieurement, elle veut lui éviter de continuer à voir son grand-père en l'état qu'il est, parce qu'il rentre sous le soir, enfin voilà quoi. Donc, il est déjà prévenu. Il sait que après la primaire, il partira en pension, quoi. Euh, donc là, justement, on saute plusieurs années puisqu'il sort du pensionnat. Donc, je suppose vers l'âge de 18 ans, 16, 18, j'en sais rien. Euh, le grand-père s'est suicidé entre-temps. Il s'est tiré une balle dans la tête. La grand-mère vit toute seule, elle a quasiment aucun revenu de ce fait. C'est très compliqué. Et donc lui, il revient voir sa grand-mère, mais il a déjà prévu. Alors, je ne sais pas s'il va faire des études, s'il va travailler, s'il s'engage dans l'armée, j'en sais rien, mais en fait, il revient juste pour la voir et ensuite, le projet, c'est de repartir. Il était juste venu lui passer le bonjour. Et en fait, il se rend compte elle est creusée, elle a pris 30 ans en 10, quoi. C'est vraiment. Voilà, on voit vraiment toute une évolution qui est pas très favorable, alors qu'elle n'est pas très âgée au final, hein. Elle a peut-être 50 ans, quoi, je sais pas. Et, et donc, finalement, il s'inquiète. Donc, il retarde son départ, je ne sais pas de où, de 3 jours, en se disant, bon, bah, je vais essayer de remettre la maison un peu d'aplomb parce que bah, ça part un petit peu en ruine, elle se laisse un peu aller, enfin voilà. Il estime aussi que la maison est grande et qu'il faudrait la vendre, que ça lui permettrait d'avoir un pécule et puis voilà, de partir sur quelque chose de plus petit, plus simple à entretenir. Mais ça, elle s'y refuse totalement. Elle a une cinquantaine d'années, mais alors on dirait une dame de 80, quoi. Vraiment, ouais, elle a tout perdu, en fait, cette femme. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses filles, voilà. Donc, elle a mis à distance cet enfant volontairement pour qu'il ait un avenir différent de ce qu'elle aurait sûrement pu lui offrir là où elle vivait, quoi.
Donc au bout de 3 jours, bon bah il a fait ce qu'il a pu, mais c'est tout. Lui, il décide de partir. Et puis elle veut rien entendre. Elle veut pas refaire ça, elle veut pas repeindre ça, elle veut pas revendre la maison. Elle veut, voilà, elle reste dans son truc. Et là, il a 25 ans, il reçoit un courrier pour lui indiquer que sa grand-mère est décédée. Donc elle n'est pas décédée très âgée, hein. Je ne sais pas de quoi elle est morte. Et lui, je ne sais pas dans quoi il est exactement. J'ai l'impression qu'il fait partie, aujourd'hui, je dirais, du ministère de l'Intérieur, quelque chose comme ça. Donc il est dans les bureaux, mais voilà, une place assez importante, quoi. Euh, et donc il ne revient pas, il décide de ne pas revenir s'en occuper, il est trop occupé, lui, par ses affaires. Donc, il demande au notaire de s'occuper de la vente de la maison, de la succession, machin. Voilà. Et en fait, il vient même pas à l'enterrement. Donc, il y a très peu de monde à l'enterrement de cette dame. Quelques voisines comme ça, et c'est tout, quoi. Euh, donc, ça me fait un peu penser aussi à la première vie avec la jeune fille. Elle est seule, quoi. Elle est morte seule, elle s'est retrouvée isolée par la force des choses et puis finalement elle s'est isolée par elle-même, quoi. Donc il y a cette notion quand même d'isolement ou de solitude, d'enfermement qui ressort, hein. Alors la deuxième vie, c'était de la solitude voulue, plaisante, dont il se servait vraiment à bon escient pour se reconnecter à lui-même, à la nature. Et dans les deux autres vies, c'est plutôt passif. Donc on reste enfermé. Je pense que le mot-clé de ces trois vies, il est là. C'est le côté solitaire. Est-ce qu'on le vit pleinement ou est-ce qu'on le subit? Donc, et là, c'était en France, hein. Je ne l'ai pas dit, mais donc, ses filles sont décédées. Oui. Alors, en quoi ça te... Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette vie-là? Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement? bon, quelque part, elle protège de nouveau l'enfant Oui. en l'éloignant d'un grand-père alcoolique. Alors, le suicide, ça m'évoque rien. Euh, euh, bon, on dit, elle a 50 ans, mais on a l'impression qu'elle en a Oui. 80. Hmm. En fait, c'est ce que je dis moi en ce moment sur moi. Parce Ah que bah, dis donc, tu es une belle grand-mère de 80 ans, hein. Je veux bien avoir 80 ans comme toi, moi, hein. Il n'y a pas de problème, hein. en fait, en fait j'ai des douleurs. D'accord. Voilà, donc on est en train de, je suis en train de passer des examens. Mhm. D'accord. Ça fait plusieurs années que j'ai des douleurs, j'ai le corps qui est enflammé de partout en fait. Ok, d'accord. Et donc je dois passer prochainement des examens et c'est ce que j'ai dit hier au gastro, c'est que voilà, j'ai 55 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir 80. Voilà. Ah, ok. On va peut-être pouvoir travailler sur ça un petit peu alors. Ok, d'accord. Et du coup, je me suis un peu renfermée sur moi-même. Ouais, d'accord. Ok.
Donc, le fait, la solitude, Ouais. est-ce que je le vis bien ou est-ce que je la subis? Ben, je suis, oui, dans cet état d'esprit où, quand je regarde en arrière, la vie que j'avais, on avait tout le temps beaucoup de monde, on organisait beaucoup de choses et aujourd'hui, tout ça, c'est un peu fini. Ouais. Et ce que j'apprécie, hein, puisque j'ai pas la force en fait physique de refaire comme auparavant, mais en même temps, ça fait un peu mal au cœur, quoi. Mm. Mm. Voilà. Ok. Moi, je pense qu'effectivement, c'est le fil rouge, hein. Enfin, c'est ce qui ressort pour moi des trois vies, d'une manière ou d'une autre, hein. Ce côté où finalement, dans la première vie, elle se retrouve enfermée par son oncle, enfermée un peu dans cette taverne, hein, dont elle sort peu, et puis après, elle se retrouve enfermée dans sa vie par cette grossesse, hein. Donc, et alors qu'elle aurait voulu faire autre chose. Dans la deuxième vie, là, la solitude, elle n'est pas subie. Elle est vraiment volontaire, elle est nourrissante, c'est vraiment quelque chose qui lui sert et qui lui est essentiel, hein. Pour lui, il en a besoin. Et enfin, cette dame, elle l'a subi. À partir du décès de sa fille, la première fille, bon, bah, il lui restait la deuxième, puis la deuxième, bon, bah, même s'il y a le petit-fils, elle n'arrive pas à se raccrocher, quoi. On voit qu'il n'y a plus rien qui la nourrit, elle est très terne, elle est éteinte, cette dame, hein. Et donc, on voit dans trois vies différentes que le côté solitaire va être vécu différemment. On va le subir ou l'accepter, l'accueillir, voilà. Euh, donc il y a ça. Qu'est-ce que là, je suis en train de faire le point sur ce qu'on va travailler. On va aller libérer, hein, cet enfant de 8 ans, hein. On va aller travailler ça sur ce qui a pu, dans ta vie actuelle, être marquant pour toi à l'âge de 8 ans. On va pas le nommer, c'est pas la peine. On va venir casser ce schéma-là, en fait, hein, de quelque chose qui peut arriver à l'âge de 8 ans. Alors, est-ce que tu as remarqué ça chez tes enfants? Ça peut être juste un accident de voiture ou un accident de vélo, mais qui a été assez grave, ou des choses comme ça, tu vois. Est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose à 8 ans? Oui, sur mon fils. Ok, Ah oui, d'accord. j'avais jamais fait de rapprochement. Ouais. Voilà, ok. Donc le but du jeu aussi des vies antérieures, c'est qu'on travaille pour soi, on travaille pour libérer des vies antérieures et des vies prochaines, mais on travaille aussi pour sa lignée actuelle, hein. Donc là, on va aller libérer tes descendants et parfois même les ascendants de certains blocages que tu peux porter, hein. Donc on va aller voilà, nettoyer ce qui a pu, enfin, en tout cas apaiser ce qui a pu se passer à l'âge de 8 ans dans cette vie-ci pour toi, mais visiblement dans d'autres vies aussi, hein. Euh, alors, oui, j'ai remarqué aussi, c'était la notion de sororité qui était assez marquée, hein, quand même dans la première vie. Et dans la dernière vie, j'ai été, moi, forcément, malheureusement, je voudrais des fois mettre en image ce que je vois, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué, c'est la fin quand j'ai vu l'enterrement avec ces trois, quatre femmes du village. Je me suis dit, cette dame, elle est toute seule, quoi. Elle finit toute seule et ce n'était que des femmes à son enterrement. Donc, ça m'avait marqué aussi. Et elle a perdu ses filles. Donc, il y a ce côté féminin aussi qui ressort, je trouve. Bon, même si dans la deuxième vie, c'est pas le cas, c'est vraiment la des hommes, mais bon, je pense qu'on peut quand même travailler sur ça. Deux fois, on a eu quand même le problème d'alcool qui est ressorti, hein, dans deux vies différentes. Et qu'est-ce que j'ai noté encore? Qu'est-ce que toi, tu peux... Il y a quand même... Attends, Ouais. il y a un souci. Il y a... À chaque fois, c'est des garçons. Alors attends, parce que je reviens sur ma réflexion. Je me dis, la jeune femme de la première vie, elle a eu un petit garçon.
et c'est ce qui Mhm. l'a bloqué après. Oui. Le deuxième, il va avec son fils. Il n'emmène pas sa Mhm. fille, il emmène que son fils. Alors, il n'y a pas de blocage après, mais voilà, il y a la notion du fils à nouveau. Et la dame, dans la troisième vie, elle élève son petit-fils. Et ça Mhm. lui crée de la difficulté. Il y a quand même un problème avec le fils. Il y Mhm. a une problématique avec la notion du fils. Ok, Problématique aussi. Par rapport à l'homme, peut-être aussi. oui, Ouais. ouais. C'est vrai que cette deuxième vie, elle est un peu à part, hein. C'est un peu une bulle, hein. Euh, c'est un peu ce vers quoi on voudrait tendre, finalement. Hein. Mhm. C'est voilà, il y a des choses qui ont été difficiles et finalement, est-ce que la solution, ce serait pas ça, quoi, d'être vraiment bien avec soi, se connecter à soi, se connecter au reste, prendre le temps de réfléchir et d'être dans la sagesse de la réflexion. Donc, même à l'homme. Est-ce que tu vois autre chose? Non, je vois aussi l'importance que je mets dans le fait de bien élever ces garçons pour en Hmm, faire des hommes bons. hmm, hmm. Ok, donc moi j'ai noté la solitude, l'enfermement, voilà. L'enfant de 8 ans, le féminin, féminin sacré, l'alcool, problématique avec le fils et la relation à l'homme. Mhm. On me dit aussi la communication. Ah bah oui, en fait, il n'y en a aucun qui parle hein, là-dedans. La première, elle est très discrète, elle parle très peu, elle est très peu sociabilisée. Ah Le oui, oui. deuxième, il vit dans le silence, lui, hein, au maximum. Et la dame, bah, la dernière dame, pareil, elle est seule. Bon, avec son mari, elle ne doit pas discuter beaucoup, malheureusement. Et puis, elle envoie son petit-fils ailleurs, donc elle va parler encore moins. Donc, il y a cette notion de ne pas parler, de communiquer très peu. Mais dans cette vie, j'ai appris à parler en fait. Donc, j'ai Bien. appris à dire les choses, mes émotions, on a appris, Ah, c'est mon homme super. en fait, qui m'a appris à Hmm. parler. Ah, Ouais. intéressant. Hmm. Ok, allez, moi je vais aller avec mes baguettes. Donc là, on va passer à la troisième partie de la session, du soin. Et on va aller, je vais reprendre chacun des points là que je viens d'évoquer. Non, on me dit non. Alors ça dépend des séances. Je les fais toujours différemment et j'écoute ce qu'on me demande de faire. Donc là, on me dit d'abord d'aller nettoyer, libérer un petit peu, apaiser ces trois vies de manière générale. On va faire ça et après, je travaillerai sur les mots-clés. Alors, je demande ici et maintenant l'apaisement pour la première vie évoquée, cette jeune fille, afin que toutes ces mémoires cellulaires encore portées aujourd'hui par Sandrine puissent immédiatement être apaisées, que tous les blocages liés à cette vie puissent se retrouver libérés et soient totalement nettoyés des espaces mémoriels de Sandrine ici et maintenant. Ok. Ok. Pour la deuxième vie, je demande ici et maintenant le nettoyage de toutes les mémoires cellulaires
que Sandrine n'a plus à porter dans cette vie-ci. Que l'apaisement soit immédiat et total. Je rigole parce que j'ai mon chat qui voudrait jouer avec les baguettes. Je vais devoir te mettre dehors, hein. Je ne vais pas pouvoir travailler avec toi. Ok. Ok. Pour la troisième vie, je demande immédiatement le nettoyage, l'apaisement des mémoires cellulaires, encore portées par Sandrine, ici et maintenant. Que la libération soit immédiate. Non, la Wen. Ok, je rigole parce que j'ai réussi, mais bon, Miss T'inquiète, elle aurait bien un. Alors, donc là, pour les trois vies, on est OK. OK, donc là, c'est bon. L'apaisement est fait. On est d'accord avec ça. Je demande ici et maintenant à travailler sur chacun des points que nous avons mis en avant, dont le premier est la notion de solitude, d'enfermement, le côté solitaire, afin que les mémoires de blocage liées à cette notion soient ici immédiatement nettoyées. Ok. Je voudrais signaler quand même que depuis le début de la séance, on entend parfois soit de la résonance, soit des voix, et là, ça a été le cas. Je ne sais pas si on entendra bien sur la vidéo. Je demande ici et maintenant l'apaisement total de toutes les mémoires portées à l'âge de 8 ans, que ce soit dans la vie actuelle de Sandrine comme dans les vies précédentes, passées ou futures. Que l'apaisement des mémoires cellulaires liées à cet âge puisse être immédiat et total. Alors, il y a un réel blocage par rapport à cette notion-là. Ici, c'est OK, mais ici, moi, ma baguette ne bouge pas. Donc, elle n'arrive pas à l'épaule. Oui, tu peux jouer avec celle-là, c'est pas grave. Donc, elle n'arrive pas à l'épaule, c'est pas OK pour moi. Donc, je vais t'inviter à visualiser cet enfant de 8 ans, te représentant ou non, et d'imaginer un immense soleil autour de cet enfant, en lui envoyant plein d'amour. Yes, super. Très bien, ça a débloqué immédiatement. Ok. Je demande ici et maintenant que tous les blocages, toutes les notions difficiles ou douloureuses en lien avec la notion du féminin ou féminin sacré
puisse être immédiatement nettoyé et apaisé. Que les espaces mémoriels en lien avec cette notion puissent se voir totalement assainis. Afin de créer une réelle reconnexion de Sandrine à son propre féminin sacré. Ok. Je demande à ce que toutes les vies, tous les espaces mémoriels, toutes les mémoires cellulaires en lien avec l'alcool, les dépendances, puissent être immédiatement nettoyées. Que tous les blocages, difficultés disparaissent immédiatement en lien avec cette notion. C'est pas simple non plus, hein. Ok. Ok. Que la notion de problématique, lien difficile avec le Fils, puisse être immédiatement nettoyée et apaisée. Que toutes les mémoires cellulaires de Sandrine, de ses ascendants, ses descendants, ainsi que toutes les vies antérieures, puissent être nettoyées, apaisées. Que ceci ne soit plus une problématique, mais un sujet. Que la libération soit effective et immédiate. Okay. Je demande ici et maintenant la libération, l'apaisement du lien parfois conflictuel à l'homme, du lien parfois douloureux, de toutes les mémoires difficiles, bloquantes, du lien au masculin. Que Sandrine, dans cette vie-ci, s'en trouve totalement apaisée. Ok. Et enfin, pour le dernier point, je demande que la communication soit totalement ouverte, apaisée, que les mémoires cellulaires en lien avec cette notion puissent être immédiatement nettoyées pour permettre une communication saine et fluide pour Sandrine, ici et maintenant. Ok. Alors, pour tous ces mots-clés, ok. Comment tu te sens? J'ai envie de te remercier. Avec plaisir. Mais comment tu te sens, toi, à l'intérieur de toi? Comment tu te sens là dans l'instant? Je me sens bien.
encore beaucoup dans l'émotion, mais je me sens bien. Ok, super. Alors, il y a des notions qui étaient un petit peu plus difficiles que d'autres hein, à nettoyer, tu vois, mais c'est OK. Là, je viens de faire une vérification, visiblement, c'est OK. Alors, tu vois, aujourd'hui, on nous a fait explorer 3 vies. Des fois, c'est une, des fois, c'est 8. Ça, je ne le sais jamais à l'avance. Et là, on a eu quand même des choses qui étaient redondantes hein, dans les vies. Donc ça, c'est chouette. C'était pas trop disparate. Euh, Là, je pense que ça a touché beaucoup de choses quand même de ta vie actuelle. Ouais, Enfin, en tout cas, des choses très importantes qui t'ont marqué particulièrement. Donc, il se peut que tu sois un peu assommé, tu vois, peut-être très fatigué ce soir, tu vas dormir. C'est bien parce que c'est la pleine lune. Donc, c'est plutôt pas mal si tu dors bien. Mais je pense que voilà, là, il y avait besoin de libérer et dans les vies antérieures et dans cette vie-ci, hein. Il y avait besoin quand même de. Et j'ai quand même envie d'insister sur la deuxième vie, où je me dis, ça serait peut-être pas mal un petit peu de se projeter vers la philosophie de vie de cet homme qui se reconnecte pleinement à lui dans le silence, dans la marche et dans la reliance comme ça à la nature, à son corps, à s'écouter. J'ai presque envie de dire que c'est le conseil du jour, quoi. ouais, 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 ouais. Ça me convient tout à fait. Ok. Alors, ce que je te propose ici, c'est d'arrêter la vidéo, mais je te garde ici Ouais, en privé sur Messenger.